Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de médecine de 5e année. Aujourd'hui, on va parler du rein et de la grossesse. Des affections rénales et ou hypertensives peuvent compliquer environ 10% des grossesses. L'HTA ou l'hypertension gravidique et la prééclampsie sont les situations les plus fréquentes. La pyélonéphrite aiguë, gravidique et certaines insuffisances rénales aiguës sont spécifiques à la grossesse. D'autres maladies rénales chroniques ou non spécifiques peuvent coïncider avec la grossesse et peuvent soit compliquer le déroulement de cette grossesse, soit être compliquées par elle. On va voir maintenant quelles sont les modifications physiologiques au cours de la grossesse normale. Les modifications d'abord anatomiques. La taille des reins augmente à peu près de 1 cm, ainsi qu'une augmentation dans le poids, à peu près 45 grammes. La dilatation pyélocalicielle commence dès la 6e semaine d'aménorrhée jusqu'au terme. Elle est la conséquence d'une atonie des fibres lisses due à l'action vasodilatatrice de la progestérone. Le retour à la normale se fait généralement entre 1 semaine à 2 mois après l'accouchement. La dilatation pyélo-urétérale est plus prononcée à droite, comme on le voit ici, dès 10 semaines d'aménorrhée. En effet, l'urtère est comprimé entre le détroit supérieur et les vaisseaux iliaques, d'une part, par l'utérus gravide, d'autre part. Autrement, aussi la vessie et le trigone sont élevés par l'utérus en fin de grossesse, ce qui déplace un peu latéralement les orifices urétéraux et donc le trajet des orifices va différencier, il va être raccourci. Alors, il va devenir plutôt perpendiculaire au lieu d'être oblique. Ces phénomènes, ainsi que la vasodilatation rénale qui précède la vasodilatation périphérique, favorisent la stase urinaire et les reflux vésico-urétéraux. Ce schéma nous montre une augmentation du flux sanguin vers les glomérules. L'augmentation du flux sanguin va être liée à une augmentation du débit cardiaque et du volume de liquide extracellulaire. Il y a secondairement une élévation du taux de filtration glomérulaire. Le DFG, le débit de filtration glomérulaire, va augmenter. Ceci va entraîner une augmentation de la filtration des protéines et donc on peut avoir une protéinurie qui va s'accroître, bien que généralement celle-ci reste dans les normes inférieures à 300 mg par 24 heures. Les urtères se dilatent en raison de hauts niveaux de progestérone, on l'a dit, la vasodilatation, et d'une augmentation donc aussi du DFG. Le DFG donc va augmenter le flux urinaire. Et la compression aussi de la vessie par le fœtus en croissance. Tout cela peut entraîner une dilatation urétérale. La croissance fœtale provoque une compression de la vessie, entraînant des modifications mécaniques que subit bien sûr le système urinaire. Le débit plasmatique rénal. On va voir maintenant comment ça se passe. Au niveau de la grossesse normale, le placenta va libérer des hormones qui sont vasodilatatrices, telles que la relaxine, qui va entraîner une augmentation de la libération du NO vasodilatateur ou l'oxyde d'azote. En même temps, il y aura une baisse de la réponse aux hormones vasoconstrictrices, telles que l'angiotensine 2, la vasopressine et la norépinéphrine. Tout cela va augmenter la compliance artérielle et va favoriser donc une diminution des résistances vasculaires artérielles. Le débit plasmatique rénal, il est augmenté dès le début de la grossesse.
Donc, parce qu'il y a aussi une vasodilatation artériolaire rénale. À 6 mois de la grossesse, il passe de 500 ml par minute, le débit plasmatique rénal, à 700 ml par minute. Il diminue à l'approche du terme ou de l'accouchement. Donc, l'augmentation du débit sanguin rénal est la conséquence de la compression de la veine cave qui diminue le débit cardiaque. Donc, automatiquement, il va y avoir une augmentation secondaire du débit cardiaque pour contrecarrer cette baisse initiale. La filtration glomérulaire est augmentée à peu près de 15% au début de la grossesse jusqu'à 50 à 70% en fin de grossesse. Ceci dû au fait d'une augmentation du débit sanguin ou plasmatique rénal. La conséquence est donc une augmentation, secondairement à cette augmentation du DFG, une augmentation de la clearance de la créatinine, de l'urée, de l'iode, du calcium, de l'acide urique, dont les taux sanguins donc, vont automatiquement diminuer. La fonction tubulaire. Il y a une augmentation de l'excrétion donc de certains acides aminés et de protéines, mais la protéinurie physiologique ne doit pas dépasser 300 mg par 24 heures. Il y a une augmentation du seuil de réabsorption du glucose. Les glucosuries sont fréquentes, donc au cours de la grossesse normale. En plus de ça, il y a une augmentation du seuil de réabsorption des bicarbonates. Les bicarbonates, il y a une tendance à l'alcalose pendant la grossesse. Normalement, le pH sanguin avant grossesse, il est entre 7,34 et 7,38. Mais pendant la grossesse, il peut aller jusqu'à 7,40 à 7,45. En plus de ça, des modifications de l'alcalose, du glucose, il y a une augmentation de l'excrétion rénale du sodium. Donc, il y a plus de 60% de sodium qui va être excrété, ainsi qu'une augmentation de l'excrétion de l'eau. Le bilan hydrosodé est tout de même toujours positif, car il y a une forte réabsorption. Donc, ici, on voit que l'aldostérone, les œstrogènes, le cortisol et la prolactine vont entraîner une augmentation de la rétention rénale de sodium et d'eau. Donc, on aura un bilan sodé positif ainsi qu'un bilan hydrique positif. Le bilan hydrosodé reste donc positif, c'est une adaptation car l'eau et le sodium sont nécessaires pour constituer le capital sodé indispensable à l'accroissement du fœtus. Donc, la capacité d'excrétion de l'eau diminue et l'augmentation de l'eau totale peut aller jusqu'à 6 à 8 litres. Chez la mère, il y a une augmentation du volume plasmatique et donc une augmentation de l'eau dans le secteur extravasculaire. Cela permet donc de pallier à la diminution de la pression oncotique qui résulte de l'hémodilution et donc d'une diminution de la concentration des protéines plasmatiques. Le système rénine-angiotensine-aldostérone, les corticoïdes, les œstrogènes, le décubitus dorsal et l'orthostatisme peuvent augmenter encore la rétention hydrosodée. Il faut savoir que l'ADH, sa sécrétion est augmentée lorsque l'osmolarité plasmatique augmente, donc afin de limiter l'élimination rénale d'eau et de rétablir l'osmolarité normale. D'autre part, l'HTA, elle stimule aussi la sécrétion d'ADH alors que l'hypotension l'inhibe. Donc, on voit ici qu'à cause de la vasodilatation périphérique induite pendant la grossesse normale, on va avoir une élévation secondaire du débit cardiaque et une diminution de la pression artérielle qui va être conséquente. L'hypertension artérielle et la grossesse. L'hypertension artérielle, pour mesurer d'abord la pression artérielle chez la femme enceinte, on peut utiliser le brasseur manuel qui est le gold standard. Mais
On peut aussi utiliser le brassard automatisé. La position doit être en position assise ou en décubitus latéral gauche. L'automesure, elle semble pratique, elle est acceptable et même à privilégier. Mais on peut toujours confirmer l'hypertension par une MAPA. L'hypertension artérielle gravidique apparaît après la 20e semaine d'aménorrhée. Elle n'est pas accompagnée normalement d'une protéinurie. Chez une femme qui était déjà normotendue avant. Donc l'HTA gravidique isolée devrait normalement disparaître dans les 12 semaines après l'accouchement, mais elle peut récidiver au cours des grossesses ultérieures. Et dans ce cas, elle peut annoncer la survenue d'une HTA permanente chronique. Généralement, l'HTA gravidique n'a pas de retentissement sur la croissance fœtale ni sur le pronostic maternel. Bien sûr, on l'a défini bien avant tout ça par une élévation de la tension au-delà de 14,9 cm de mercure. Cette hypertension gravidique, elle survient dans 6 à 8% des grossesses et dans 10 à 15% des cas, il y a une mortalité quand même maternelle qui peut survenir dans les pays développés, mais elle peut aller cette mortalité jusqu'à 25% dans les pays en voie de développement. Ici, on va voir quels sont les différents types d'hypertension pendant la grossesse. Si on est avant les 20e semaines d'aménorrhée, quand on a une HTA sans protéinurie, on est devant une HTA chronique ou préexistante. Quand on a une HTA associée à une protéinurie, donc on est devant soit une néphropathie préexistante ou bien on peut dire aussi prééclampsie surajoutée. En-delà de 20e semaine d'aménorrhée, si on a une HTA isolée, on parle d'HTA gravidique. Quand l'HTA s'associe à une protéinurie, on parle de prééclampsie. La prééclampsie, c'est un syndrome spécifique de la grossesse qui est défini par l'apparition après la 20e semaine d'aménorrhée d'une hypertension artérielle et d'une protéinurie supérieure à 300 mg par 24 heures. Cette protéinurie doit faire d'abord rechercher et éliminer une infection urinaire. Si elle dépasse les 1 g par 24 heures, le risque fœtal il est important. Donc, cette prééclampsie, elle doit s'installer aussi par l'apparition d'une augmentation dans le poids, les œdèmes, par les troubles neurologiques, les troubles oculaires, les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales. Quels sont les facteurs qui favorisent la survenue de la prééclampsie? D'abord, c'est la primiparité, donc la première grossesse chez une jeune femme, les grossesses gémellaires, les antécédents de prééclampsie, la femme jeune moins de 17 ans et aussi la femme au-delà de 40 ans, les hypertensions chroniques et bien sûr l'existence d'une néphropathie ancienne. La grossesse est une allogreffe semi-identique. Elle est parfaitement tolérée. Normalement, il y a une tolérance immunologique. Le rôle de la molécule HLA-G est fortement exprimé au niveau du placenta. Elle peut être prédominante en induisant une tolérance vis-à-vis des antigènes paternels. L'étape initiale de l'interaction fœto-maternelle est la liaison entre cet antigène HLA trophoblastique du placenta et les cellules NK utérines maternelles. Cette interaction initie l'invasion trophoblastique, les cellules bleues en rose, l'invasion trophoblastique entre le 16e et le 20e semaine d'aménorrhée. Le cytotrophoblast envahit les artérioles spiralées maternelles pour entraîner la formation de vaisseaux à grande capacité avec une faible résistance. Deux facteurs essentiels pour l'angiogénèse et l'intégrité endothéliale capillaire
ce sont le VEGF, le Vascular Endothelial Growth Factor, et le PLGF, ou le Placenta Growth Factor, qui entraînent une prolifération et une migration endothéliale, l'activation de la NO synthase. Donc, ici, on voit que ces facteurs angiogéniques vont entraîner donc une invasion, faciliter l'invasion trophoblastique, va entraîner aussi une augmentation de la croissance placentaire, faciliter la nidation et la croissance fœtale. Dans la prééclampsie, le début d'invasion des artères spiralées, il y a un problème d'invasion des artères spiralées par le trophoblaste. Le trophoblaste, la transformation, elle est incomplète des artérioles spiralées. Ceci conduit à une perfusion placentaire insuffisante, c'est-à-dire ischémie et inflammation placentaire. L'ischémie qui en résulte est à l'origine de lésions endothéliales et d'agrégation plaquettaire. Ici, on voit un endothélium normal. Normalement, le VEGF et le PLGF vont être fixés par un récepteur qu'on appelle le FLT1. Le FLT1, c'est le FMS-like tyrosine kinase 1. Le FLT1 va fixer donc le VEGF et le PLGF et permettre donc à ces molécules angiogéniques de se fixer sur la membrane endothéliale. Une fois que le VEGF et le PLGF sont fixés, ça va entraîner la libération de molécules vasodilatatrices et donc avec une action anti-agrégante. Dans la prééclampsie, ce qui se passe, c'est que le FLT1 n'est pas très présent. Il est anormalement formé. Il va donner la formation de SFLT1 qui est le facteur soluble du FLT1. Ce SFLT1 soluble n'est pas normal. Il ne pourra pas fixer le VEGF et le PLGF sur la membrane endothéliale. De ce fait, il va y avoir une augmentation de la fixation du VEGF et du PLGF au niveau soluble plasmatique. Donc, au lieu de se fixer sur la membrane endothéliale, il n'y a pas assez de VEGF pour se fixer sur la membrane endothéliale puisqu'il est totalement pris en phase plasmatique. Ceci va entraîner des anomalies au niveau de la membrane endothéliale qui va entraîner la libération de facteurs vasoconstricteurs et entraîner une agrégation plaquettaire secondaire avec une action procoagulante. La prééclampsie, quand elle existe, puisqu'il y a une atteinte d'une protéinurie importante, il y a une insuffisance rénale qui peut même se voir, telle qu'une nécrose tubulaire aiguë. Faut-il dans ce cas biopsie la patiente ou non? La biopsie rénale n'est pas indiquée car le risque d'accident maternel et fœtal est très important. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que la patiente, bien sûr, accouche. Les indications de la biopsie rénale dans le postpartum. Quand est-ce qu'on va biopsier? Dans le postpartum. S'il y a une persistance de la protéinurie qui devrait normalement disparaître dans les 6 mois post-accouchement, si elle persiste au-delà de 6 mois, avec ou sans hypertension, on devrait biopsier parce qu'on va penser à une néphropathie chronique sous-jacente. Ou bien quand il y a un doute diagnostique entre la maladie, l'endothéliose ou la néphropathie gravidique, qui est normalement néphropathie qui va spontanément régresser, et le diagnostic d'une glomérulopathie autre, c'est-à-dire qui est surajoutée ou qui est révélée par la grossesse. Et on peut biopsier aussi quand il y a une insuffisance rénale qui persiste après l'accouchement. Soit on est devant une nécrose pour différencier une nécrose corticale d'une nécrose tubulaire aiguë. La nécrose tubulaire aiguë devrait disparaître spontanément, alors que la nécrose corticale ne disparaît pas, c'est l'insuffisance rénale terminale. Ou bien quand on pense à une microangiopathie thrombotique. Les complications maternelles. L'éclampsie est une encéphalopathie convulsivante
par ischémie focale. C'est la survenue chez la femme prééclamptique de convulsions souvent précédées par des céphalées intenses, des troubles visuels, une poussée hypertensive, des douleurs abdominales intenses, des nausées, des vomissements, une agitation ainsi que des mouvements anormaux. On peut avoir aussi une oligurie et une dyspnée secondaire à un OAP. Sur le plan biologique, on va avoir une protéinurie abondante et une insuffisance rénale. Le HELP syndrome. Le HELP syndrome est une microangiopathie thrombotique intrahépatique définie par l'association de 3 signes. Une hémolyse intravasculaire avec élévation des lactico-déshydrogénases ou LDH, une présence de schizocytes au niveau du frottis sanguin, ainsi qu'une diminution de l'aptoglobine. Les transaminases hépatiques sont très élevées, vont entraîner des taux supérieurs à 70 unités par litre. Donc, c'est une cytolyse sévère. La thrombopénie, elle doit être inférieure à 100 000 par litre. La deuxième complication, la coagulation intravasculaire disséminée, qui est définie par une thrombopénie inférieure à 100 000, une diminution du fibrinogène inférieure à 3 grammes par litre, avec des élévations des produits de dégradation de la fibrine au-delà de 40 mg par décilitre et un prolongement des taux des temps globaux, le TQ et le TCA qui est à 1,5 fois à 2 fois la normale. On peut avoir des microthromboses diffuses ainsi que des syndromes hémorragiques. L'hématome rétroplacentaire se reconnaît par des douleurs pelviennes, une métrorragie noirâtre, un état de choc et des douleurs à l'examen clinique par le toucher pelvien. Le placenta prévia est une implantation basse du placenta. L'insuffisance rénale aiguë peut compliquer la prééclampsie et elle peut même avoir une protéinurie sévère qui peut être le début d'un syndrome néphrotique. Les complications fœtales de la prééclampsie sont surtout le retard de croissance intra-utérin, une souffrance fœtale aiguë ou bien chronique qui peut entraîner donc une hypotrophie fœtale. On peut avoir une mort fœtale, même une prématurité. Devant l'installation d'une hypertension artérielle gravidique, il faut d'abord bien sûr la détecter, on doit faire des mesures générales, c'est-à-dire le repos au lit en décubitus latéral gauche pour dégager l'aorte et la veine cave, ceci va augmenter le débit cardiaque et utérin. Le régime sans sel est complètement contre-indiqué car il va limiter l'expansion volumique qui va majorer la souffrance fœtale. L'apport de calcium est important pour accélérer la maturation osseuse et éviter les convulsions. N'oublions pas le repos psychique important pour la maman. Devant donc l'installation de cet HTA, il faut traiter par un traitement médical. Le traitement médical de l'hypertension, il a pour objectif d'éviter les complications maternelles graves telles que l'éclampsie, mais il ne peut pas éviter la souffrance fœtale et la mortalité périnatale. Donc, devant une prééclampsie, il faut d'abord admettre, hospitaliser, surtout dans les formes graves. Les antihypertenseurs qu'on peut donner sont les antihypertenseurs centraux tels que l'alpha-méthyldopa, la domètre en première intention, les inhibiteurs calciques, la nicardipine ou le loxène en deuxième intention, les alpha et bêta-bloquants, le labétalol ou le trandate en troisième intention. Il faut savoir seulement que ce dernier peut entraîner un risque de bradycardie fœtale. Les antihypertenseurs sont complètement contre-indiqués sont les IEC et les ARA2, car risque de malformation cardiaque et neurologique. Quand on hospitalise la maman, bien sûr, pour éviter la survenue d'une éclampsie, on doit donner des anticonvulsivants si nécessaire, tels que le sulfate de magnésium, 1 à 2 grammes par heure en IV, ou le diazépam, le Valium, 10 mg en IV lente, puis 5 mg par heure. L'extraction fœtale par césarienne doit se faire s'il y a des signes de complications
grave devant une prééclampsie sévère ou symptomatique, l'idéal au-delà de 38 semaines d'aménorrhée. L'HTA chronique. L'HTA chronique, elle est présente, comme on a dit tout à l'heure, avant la 20e semaine d'aménorrhée et ne devrait pas disparaître dans le postpartum. La prééclampsie surajoutée ou la néphropathie préexistante, c'est l'apparition d'une protéinurie significative chez la femme avant la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, quand elle a déjà une HTA chronique. Donc, le pronostic de la maladie, c'est une néphropathie probablement chronique qui a été révélée par la grossesse.